Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de lecture, vu que j'ai lu mes 4 lectures. Alors à savoir que ces 4 lectures vont être totalement toutes différentes des unes des autres. J'ai lu du roman classique, en passant par le science-fiction, le thriller et le roman historique. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de ma première lecture. Donc j'ai lu Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, donc avec le personnage principal de Phileas Fogg. Voilà, donc c'est une lecture classique, hein. J'ai voulu me lancer dans du Jules Verne, je me suis dit pourquoi pas. On va essayer, on va voir si ça me réussit. Et comment vous dire que ça a été une lecture relativement spéciale. Spéciale pourquoi Parce que le style de l'auteur, voilà, on sent que c'est un style d'une autre époque, voilà. Le caractère des personnages, surtout le personnage de Phileas Fogg, qui a un caractère très réservé, très british réservé. Alors au départ, je pensais qu'il était un petit peu froid, mais au final, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment froid, il était même plutôt généreux et relativement courageux au niveau voilà, de son voyage. Et j'ai été vraiment, on est vraiment transporté dans cette lecture parce qu'on visite plusieurs pays et on essaye de comprendre les coutumes de chaque pays. Donc pour vous résumer l'histoire, donc on est avec Phileas Fogg qui est britannique. Et Phileas Fogg c'est un homme, comment dire, très consciencieux, très, voilà, c'est pour chaque heure, il fait quelque chose, voilà, chaque heure a sa chose, chaque chose a son heure, voilà. Donc le matin il se lève, il se prépare, après il va donc dans un club pour hommes qui est le Reform Club, voilà, où il joue toute sa journée aux cartes. Voilà, il mange là. Et c'est lors d'une de ces réunions qu'un de ses amis joueurs de cartes va parler des innovations maintenant au niveau des transports. Voilà. Il paraît que à l'époque où l'histoire se passe, on pourrait faire le tour du monde en 80 jours. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, vu que Phileas Fogg va dire à cet homme, eh ben moi je suis partant pour faire ce tour du monde en 80 jours. Il demande à celui qui a parlé de cette innovation s'il veut faire le tour du monde avec lui. L'homme refuse, mais il est partant à prendre le pari. Et voilà, et il y a plusieurs personnes qui vont essayer de prendre les paris. Donc Phileas Fogg part tout de suite, voilà, donc il retourne chez lui, il va faire ses valises donc avec son domestique, donc passe-partout, voilà, et ils partent faire donc justement ce tour du monde. Donc ils partent de Londres. Ils vont aller jusqu'au canal de Suez. Du canal de Suez, ils vont aller jusqu'à Bombay. De Bombay, ils vont aller à Calcutta. De Calcutta, ils vont aller, que je m'en souvienne, à Hong Kong, en Chine. De Hong Kong, ils vont aller à Yokohama. Et de Yokohama, ils vont aller donc aux États-Unis, donc à San Francisco, et de San Francisco à New York. Voilà. Et de New York, ils vont revenir à Londres. Voilà le tour du monde qu'il va faire. Et alors, c'est pas que j'ai pas aimé ce voyage, c'est que j'ai eu du mal, donc comme je vous l'ai dit, avec le caractère de Phileas Fogg, parce qu'on croit au départ qu'il est vraiment froid, mais au final on se rend compte que non, parce que Phileas Fogg est quelqu'un de très réservé, il est très généreux, il est assez héroïque, parce que durant leur voyage, ils vont devoir sauver une jeune femme en détresse en Inde, et cette jeune femme va finir par faire le voyage avec eux, tout simplement. Et moi, ce que j'ai bien aimé par contre dans cette lecture, c'est le personnage de Passepartout, qui est un personnage, bah, comment dire, je vais pas dire marrant, mais un personnage agréable, parce que c'est grâce à lui qu'on va réussir à visiter les différents pays. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme Phileas Fogg doit faire le tour du monde en 80 jours, il ne profite pas des différentes escales qu'il fait, non.
Dès qu'il quitte un transport en commun, donc que ça soit le bateau, le train, le dos d'éléphant, parce qu'ils vont même aller en dos d'éléphant, voilà, il va vite essayer de retrouver un autre transport pour continuer son périple. Alors que Passepartout, lui, ce qui va être intéressant, c'est que à cause de Phileas Fogg, il va devoir aller donc, dans les différentes villes pour essayer de, comment dire, d'acheter différentes choses, donc soit des vêtements, soit de la nourriture, etc. Donc c'est grâce au personnage de Passepartout qu'on va essayer de voir les coutumes des différents pays. Et ça j'ai bien aimé. Et la fin, bon bah évidemment, il réussit son tour du monde en 80 jours, bien évidemment, donc il réussit son pari. La jeune femme qu'ils ont sauvée, donc il finit par l'épouser. Voilà, bizarrement, il est tombé amoureux d'elle, on sait pas comment, mais il a réussi à tomber amoureux d'elle. Donc voilà. Et il passe partout, il continue à être son domestique, hein, il est vraiment très très, comment dire, très très fidèle à son maître, tout simplement. Et il va y avoir aussi un quatrième personnage, donc ça va être un jeune policier qui va entrer dans l'histoire parce qu'apparemment, enfin je vais même pas vous dire pourquoi en fait, voilà, parce que ce policier va suivre partout Phileas Fogg. Pour une raison, mais là je ne vous le dirai pas laquelle. Si vous n'avez jamais lu du Jules Verne, allez-y, lancez-vous. Je trouve que c'est une bonne lecture. Mais par contre, il ne faut pas la mettre dans les mains de tout le monde. Je trouve que ce livre est bon pour des adultes, mais pas pour des enfants. Voilà. Parce que on sent que ça a été écrit à une époque qui n'est pas la nôtre. Voilà, il y a des termes assez compliqués à comprendre. Euh, des termes, des mots, enfin voilà, il y a tout. Il y a une plume, c'est une plume très 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 spéciale. Voilà, donc du coup, ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Donc pour des adultes, après, si vous voulez le lire à votre enfant et essayer de lui expliquer, allez-y, n'hésitez pas. Hein, s'il arrive à comprendre, tant mieux. Mais moi, je le conseillerais pas à des enfants quand même. Donc voilà. Donc Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours aux éditions donc collection Hetzel. Voilà. Donc en deuxième lecture, donc j'ai lu de la science-fiction. Donc je me suis lancée dans la lecture d'Idealis de Christopher Paolini aux éditions Bayard, à la lueur d'une étoile inconnue, le tome 1. Alors, Christopher Paolini, c'est l'auteur d'Eragon, voilà, de la saga Eragon, tout simplement. Et là, il a voulu se lancer dans de la science-fiction. Alors, au début de ce roman, moi je me serais cru dans Alien, voilà, parce que ça ressemble, il y a des petites similitudes au niveau d'Alien. Donc on est à une époque très très lointaine. Voilà, on va être avec une jeune femme, Kira, qui est une jeune scientifique qui part avec une autre équipe de scientifiques, bien évidemment. Ils doivent partir sur une planète, ils vont y vivre pendant quelques mois, voilà, pour essayer de voir si cette planète est habitable ou pas. Voilà. Et selon leur diagnostic, d'autres personnes, donc d'autres êtres humains, vont pouvoir aller sur cette planète pour y vivre. Sauf que lors de l'expédition, l'avant-dernier jour, va y avoir un petit souci. Et le chef de Kira va lui demander donc d'aller voir, comment dire, d'aller, oui, de sortir donc de leur, comment dire, de leur vaisseau pour aller sur la planète parce qu'il y aurait un drone qui se serait, comment dire, écrasé. Voilà, et il voudrait savoir ce qui s'est passé exactement. Donc Kira, bon, pas très très chaude, mais bon, comme c'est son chef, elle va y aller quand même. Donc elle y va le dernier jour, elle va aller voir ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va trouver, donc elle va retrouver le drone, et effectivement, il est assez abîmé, mais bon, il est récupérable, donc elle le récupère. Et là, elle va remarquer quelque chose d'assez étrange, elle va remarquer des grandes colonnes. Et elle va avoir l'intuition de monter dessus, sauf qu'à un moment donné, malheureusement, ces colonnes vont tout simplement s'effriter, elle va se casser la figure, tout simplement. Et là, elle va tomber dans une sorte de trou, ouais, on va dire ça comme ça, dans une sorte de trou. Et, euh, et dans ce trou, elle va retrouver une caverne très très spéciale. Et dans cette caverne, elle va être, malgré elle, prise pour cible par une entité, voilà, qui va prendre
qui va prendre le contrôle de son corps. Voilà, je cherchais le mot. Prendre le contrôle de son corps, tout simplement. Et elle va trouver ça bizarre au départ, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire au premier abord. Donc elle va retourner donc dans le vaisseau, voilà, elle va retrouver toute son équipe. Et c'est durant la nuit qu'il va se passer pas mal de choses. Voilà, et elle va devoir quitter tout simplement en panique, en catastrophe, cette planète. Elle va être recueillie par un autre équipage. Voilà, et là on va vite se rendre compte que des extraterrestres vont petit à petit donc envahir et la Terre et envahir d'autres planètes. Voilà, ils essayent de tout détruire. Et Kira va être la cible de ces extraterrestres. Après, je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà, mais voilà en gros à peu près l'histoire. Et comment vous dire que moi, j'étais un petit peu réticente au départ. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que je vais vraiment aimer cette histoire, vu que c'était pour la première fois pour moi que je lisais de la science-fiction. C'était mon premier livre de science-fiction et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que ça va aller. Et c'est passé crème. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. J'ai été happée par cette histoire. J'ai vraiment aimé le personnage de Kira, qui est une femme très très forte, au fort caractère. Elle est très intelligente, elle réfléchit à tout ce qu'elle fait. Et c'est vraiment génial. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé les personnages secondaires parce qu'ils ont aussi une très très grande importance dans cette histoire. Et j'ai vraiment aimé ce tome 1 et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. J'ai beaucoup aimé donc la plume de l'auteur, Christopher Paolini, que je n'avais jamais lu. J'avais jamais lu la saga Eragon, donc je ne savais pas dans quoi je me lançais. Et ça l'a fait avec moi. Voilà. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est une plume assez relativement simple? Peut-être. Par contre, il y a des termes scientifiques, bien évidemment, qui sont un peu compliqués à comprendre, mais l'auteur a eu la bonne idée de mettre un lexique à la fin du roman. Ce qui fait que du coup, quand il y a des termes qu'on ne comprend pas, on peut vite aller voir à la fin pour voir ce que ça veut dire exactement. Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment adoré ce roman du début jusqu'à la fin. Je l'ai presque lu d'une traite. Bon, bien sûr, je me suis arrêtée de temps en temps. Mais vraiment, ça a été vraiment une lecture très agréable pour moi et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Alors après, je ne sais pas si ça sera une saga ou si ça sera que 2 tomes. Voilà, mais en tout cas, je ne suis absolument pas déçue d'avoir lu ce livre. Donc si vous aimez la science-fiction et si vous avez aimé la saga de Christopher Paolini, Eragon, allez-y, lancez-vous parce que moi ça l'a fait vraiment. Donc Christopher Paolini, Idealis, le tome 1 à la lueur d'une étoile inconnue. Voilà. En troisième lecture, j'ai aussi changé de genre, comme je vous l'ai dit, donc je me suis lancée dans du thriller, vu que j'ai lu le Franck Tillier, La Chambre des Morts, suivi de La Mémoire Fantôme, aux éditions Pocket. Alors, ça a été compliqué pour moi à lire, parce que dans ce livre-là, on va être avec Lucie Hennebel, qui à ce moment-là n'est pas encore la coéquipière ni la compagne de Franck Charcot. Donc Franck Charcot n'existe pas dans ce livre, c'est les 2 premières enquêtes de Lucie Hennebel. Et on va dire que ça a été compliqué pour moi, enfin compliqué entre guillemets, on va dire que je l'ai bien lu quand même, j'ai lu assez rapidement. Mais quand j'ai lu Train d'enfer pour Ange Rouge et de Daniel, qui est le premier livre de Franck Tillier avec Franck Charcot, j'étais un peu plus transportée. On va dire que j'ai lu beaucoup plus vite, j'ai vraiment été happée par ces 2 histoires. Là, ça n'a pas été pareil. Voilà. Le caractère de Lucie Hennebel n'est pas pareil quand elle est seule que quand elle est avec Charcot, je trouve. C'est pas du tout la même chose. Donc là ici dans cette histoire, donc dans la première histoire, La Chambre des Morts, donc on est donc avec Lucie Hennebel bien sûr, qui va être mise sur une enquête assez spéciale. Donc au départ, on est avec 2 hommes, voilà, qui commettent un larcin si on veut,
Voilà, ces 2 hommes qui viennent d'être, licenciés de leur entreprise, ils ont envie de taguer, la devanture de l'entreprise, donc ils la taguent, tout va bien jusque-là, donc ils s'enfuient, ils prennent leur voiture et ils roulent à une vitesse phénoménale, sauf que là, malheureusement, ils vont, accidentellement, on va dire, tuer quelqu'un. Voilà. En sortant de la voiture, ils vont vite se rendre compte que cette personne avait un sac. Et dans ce sac, il y avait 2 millions d'euros. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on ferait si ça nous arrivait à nous? Est-ce qu'on rendrait l'argent? Est-ce qu'on appellerait la police? Voilà, on ne sait pas trop ce qu'on ferait voilà, à ce moment-là. Sauf que ces deux personnes-là vont tout simplement donc prendre l'argent, mettre le cadavre dans leur coffre et s'en aller, tout simplement. Voilà. Ils vont se débarrasser du corps de cette personne et le sac, voilà, ils vont essayer de réfléchir à comment dépenser l'argent, voilà. Sauf que, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont été surpris donc par quelqu'un qui n'est autre qu'un tueur, tout simplement. Ou plutôt, on va dire un tueur et un ravisseur. On va dire ça. Et cette personne, en fait, donc ce tueur et ce ravisseur, hein, voilà, c'est une même et c'est la même personne, a kidnappé donc une petite fille qui a une particularité. Cette petite fille, elle est aveugle. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il a kidnappé, enfin pourquoi il ou elle, cette personne a kidnappé cette petite fille, ça on ne le sait pas encore. Toujours est-il que malheureusement l'argent que les deux jeunes hommes ont pris, c'était donc pour le ravisseur, vu que l'homme qu'ils ont écrasé n'était autre que le père de la jeune fille qui a été kidnappée. N'ayant pas eu l'argent, le tueur va tuer cette jeune fille. Et c'est là que Lucie Hennebel va arriver à l'action. Elle va être appelée donc sur la scène de crime par son collègue, manque d'effectifs, donc voilà, donc on va la mettre sur l'affaire, même si on comprend vite que normalement elle ne devrait pas être sur cette enquête. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Donc elle est sur cette enquête et elle va vite se rendre compte qu'il y a un petit souci. Et donc on va être sur l'enquête avec Lucie et au fur et à mesure, on va vite se rendre compte que donc la situation des deux jeunes hommes qui ont pris l'argent et qui ont tué le père de cette petite fille ont un lien, bien évidemment. Donc Lucie va s'en rendre compte et que le ravisseur a, comment dire, euh, comment on peut appeler ça, un hobby, c'est que son hobby, c'est la taxidermie. Voilà, on va être dans le monde de la taxidermie. Donc voilà, donc Lucie Hennebel, elle va enquêter et elle va vite se rendre compte qu'il y a forcément un lien donc entre les deux jeunes hommes là donc, qui ont tué le père et le tueur en série. Voilà. Donc c'est assez compliqué pour moi de vous l'expliquer parce qu'en plus il y a deux histoires dedans, donc moi j'ai vraiment du mal avec les deux histoires. Mais bon, si vous avez essayé de comprendre, voilà. Et dans la deuxième, donc la mémoire fantôme, on va être avec une jeune femme. Cette jeune femme, on va la. Enfin, une jeune femme va être sur l'autoroute, elle va courir, elle va être pleine de sang. Elle va être arrêtée par un autostoppeur, il va la prendre, il va essayer de l'emmener donc aux urgences. Sauf que cette femme, à peine elle va rentrer dans la voiture, qu'elle va vite en ressortir, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle va essayer de courir le plus loin possible et elle va arriver dans une salle avec des jeunes. Et ces jeunes gens vont tout de suite appeler Lucie Hennebel vu qu'ils la connaissent. Voilà, Lucie Hennebel va arriver donc dans cette salle, elle va voir cette jeune fille, elle va essayer de prendre toutes les informations possibles sur cette jeune fille. Voilà, elle va lui demander des informations sur elle et tout. Cette jeune fille va lui donner et on va dire que 5 minutes après, cette jeune fille va regarder Lucie Hennebel et elle va se dire mais vous êtes qui? Où je suis? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis là? Et Lucie Hennebel va lui réexpliquer ce qui va se passer. Sauf que 5 minutes après, cette jeune fille ne va plus savoir encore une fois ce qui s'est passé. Donc Lucie Hennebel va trouver ça assez étrange. Et en fait, on va vite se rendre compte que cette jeune fille fait partie d'un centre expérimental.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette jeune femme a perdu la mémoire. Voilà, tout simplement. Et parce qu'elle s'est fait agresser. Et son hippocampe a été, comment dire, a été touché. Voilà, son hippocampe a été touché, ce qui fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette jeune femme oublie ce qu'elle vient de dire 5 minutes après qu'elle vous l'ait dit. Voilà, tout simplement. Elle ne vous reconnaît plus, elle ne sait plus ce qu'elle vous a dit, elle ne sait plus où elle est, enfin voilà, elle ne connaît plus personne. Elle est obligée de mettre des post-it un peu partout chez elle parce que, bah voilà, pour sa mémoire, elle est obligée de se rappeler plusieurs fois de ce qui s'est passé et voilà, de ce qu'elle a dit. Et Lucie va essayer d'enquêter donc sur cette jeune fille. Elle va vite se rendre compte que cette jeune fille avait une sœur qui s'est faite tuer tout simplement par un tueur en série qui sévit depuis des années sur le Dunkerquois, parce que là non, sur l'île. Voilà, sur l'île. Sur l'île. Et voilà. Et donc elle va essayer d'aider cette jeune fille à traquer le tueur de sa sœur. Donc on est dans l'histoire, on est totalement bien dans l'histoire, on essaye de comprendre parce que c'est relativement scientifique quand même. Hein. Cette histoire de perte de mémoire, c'est relativement lourd. Et donc on va savoir qui est la personne qui a tué la sœur de cette jeune femme. Sauf que ce que Franck Tillier a fait, c'est qu'à la fin, donc on pense avoir trouvé le coupable, sauf qu'à la fin, Franck Tillier nous réussit à nous faire un dernier tweet. Et ce tweet est vraiment hallucinant parce qu'on pense que l'histoire est terminée, on a le coupable et tout. Sauf que là, il nous fait une révélation qui va nous faire tomber des nues en fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette dernière révélation en fait. Je me suis dit, waouh, il arrive encore à me surprendre alors que j'étais pas vraiment bien dans l'histoire, mais j'ai réussi quand même à comprendre, surtout à la fin. Mais là, à la toute fin, il réussit à nous surprendre encore plus. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment chez Franck Tillier, c'est qu'il arrive encore à nous surprendre, même à la fin de son livre, quoi, à la vraiment toute fin. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ces deux histoires. Même si je vous le dis, Lucie et Nebel, son caractère, bon, on sent qu'elle a un passé relativement spécial. Voilà, on sent qu'elle cache quelque chose, un passé dans son adolescence, qui fait que du coup ça la tourmente. Voilà, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé dans cette adolescence. Et elle fait peur vraiment à pas mal de personnes. Mais à la fin, elle nous raconte ce qui s'est vraiment passé. Et, euh, et on comprend. Et on comprend pourquoi elle est comme ça. Et c'est à elle, en fait, à faire le deuil de ce passé. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Voilà. Donc, si vous aimez Franck Tillier, si vous n'avez jamais lu La Chambre des Morts et La Mémoire Fantôme, allez-y, lancez-vous, vous verrez bien ce que ça donne. J'ai essayé de vous l'expliquer comme j'ai pu parce que c'est pas évident. Lire deux histoires comme ça l'une après l'autre, surtout que ça fait un moment que je l'ai lu, donc du coup pour me rappeler toute l'histoire et tous les personnages et tout ça, c'est relativement compliqué. Mais si vous aimez bien Franck Tillier et que vous n'avez jamais lu, allez-y, lancez-vous, je vous le conseille très fortement. Moi ça l'a fait. Voilà. Même si je trouve que j'ai été plus dedans avec Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel plutôt que dans celui-là. Mais j'ai quand même bien aimé les deux histoires. Voilà. Donc Franck Tillier, La Chambre des Morts, suivi de La Mémoire Fantôme aux éditions Pocket. Et donc en dernier livre, je me suis lancée dans de l'historique vu que j'ai lu le dernier Éric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, le tome 1, La Traversée des temps, chez Albin Michel. Alors là, on est donc dans de l'historique, donc vu qu'on va être avec le fameux Noé, de l'Arche de Noé. Sauf que Noé à la base ne s'appelait pas Noé, il s'appelait Noam. Et comment vous dire que l'histoire au départ pour moi ça a été relativement compliqué. Très très compliqué, j'ai cru que j'allais pas accrocher. Et je me suis dit non, il n'y a pas moyen, il faut que j'accroche parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, moi j'ai pensé à La part de l'autre qui avait été pour moi un véritable coup de cœur. J'avais vraiment aimé ce roman-là. Et je me suis dit, il faut que je m'accroche. Je me suis accrochée et comment vous dire que... Après, ça a été de l'or en barre. Ça a été... C'est passé
voilà, tout seul, franchement. J'ai dévoré ce livre après. Donc là, on va être avec Noam. Noam qui est un jeune homme qui vit à l'âge de pierre. Voilà. Donc on va faire connaissance donc avec Noam, avec sa famille, avec sa femme qui a des problèmes pour avoir un enfant. Noam qui malheureusement va tomber amoureux d'une autre jeune fille qui va arriver dans son clan. Noam qui va vite se rendre compte que, comment dire, son père n'est pas exactement le modèle qu'il attendait. Voilà, il y a beaucoup de secrets qui vont être révélés dans cette histoire. Des secrets qui font que il y a beaucoup de rebondissements dans ce livre et qui ont fait que je me suis accrochée, tout simplement. La plume au départ était spéciale et au final j'ai réussi à m'y faire. Donc c'est passé crème. C'est passé tout seul. Et tout ça pour vous dire que j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai aimé la plume, j'ai aimé tous les personnages. Autant Noam que son père, même si c'est un personnage détestable dans l'histoire. Voilà, autant la famille de Noam, quoi, sa mère, son père, Noura, qui est la femme dont il va tomber éperdument amoureux. J'ai aimé aussi la femme de Noam. J'ai aimé. Voilà, quoi, j'ai vraiment aimé toute l'histoire et j'ai aimé la façon dont Eric Emmanuel Schmitt nous a raconté donc l'histoire de Noam qui va finir par mythe, va finir par devenir Noé et son arche. Voilà, et on se rend compte que au final ça s'est peut-être pas exactement passé comme on pourrait le savoir, enfin on pourrait l'avoir connu. Voilà, là Eric Emmanuel Schmitt nous raconte une toute autre histoire. Avec le déluge, hein, il y a toujours ce déluge, mais voilà, les choses se sont passées vraiment différemment. Et j'ai vraiment hâte de retourner dans cette histoire. J'ai vraiment hâte que le tome 2 ressorte, en sachant qu'il y a 8 tomes et que je suis vraiment pressée, mais vraiment pressée de lire ce tome 2. Je n'ai été absolument pas déçue de cette histoire. Voilà, je me suis vraiment accrochée, j'ai dit, y a pas, faut que j'arrive à lire Eric Emmanuel Schmitt et j'ai réussi, je suis fière de moi et voilà, et j'ai hâte que le tome 2 sorte. Donc si vous avez déjà lu du Eric Emmanuel Schmitt, que vous aimez cet auteur et que vous avez envie de tenter cette lecture, allez-y, lancez-vous, vous ne serez absolument pas déçus. Voilà. Donc Eric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu, La traversée des temps, le tome 1, chez Albin Michel. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture qui se termine. Donc mes prochaines lectures, donc là je suis en train de lire le deuxième Jules Verne et le dernier Jules Verne que je lirai, 20 milieux sous les mers, aux éditions Collection Hetzel. Alors, comment vous dire, j'ai bientôt fini le livre. Un livre de 500 pages, 2 parties, et c'est relativement compliqué pour moi de lire ce livre. Compliqué pourquoi parce que la plume de l'auteur, voilà. Toujours pareil, hein, c'est une plume qui a été écrite à une époque voilà, qui n'est pas la mienne. Donc des phrases compliquées à comprendre, non, relativement simples, mais des termes durs à comprendre, durs à saisir. Donc là, 20 milieux sous les mers, vous vous dites bien qu'on est sous la mer. Il y a des noms de poissons qui sont compliqués, que je ne connais pas, c'est compliqué à comprendre. Je me dis, je vais pas toujours aller sur internet pour regarder quelle race de poisson est celle-là ou celle-là ou celle-là. Donc du coup, quand le personnage nous raconte toutes les espèces de poissons qu'il y a, les sous-espèces et les catégories de poissons, au bout d'un moment c'est relativement chiant, hein, on entend dire les choses comme elles sont. Mais faut que je le lise. Voilà, c'est un classique, je me dis, lis-le, et puis au moins tu l'auras lu. Tu pourras dire que tu as lu de Jules Verne, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'en lirai plus. Ça sera mon dernier Jules Verne, et il faut plus me parler de ça après. Voilà. Donc voilà. Après, je me lancerai dans John Grisham, Les Oubliés, aux éditions J.C. Lattès. Donc là, on sera plus dans du juridique. Voilà. Après, je me lancerai dans le Donato Carissi, La Maison des Veaux. Pourquoi La Veaux des Maisons?
n'importe quoi. La Maison des Voix, chez Calman Lévy-Noir. Et en dernière lecture, donc je lirai un pavé, La dynastie des Forsyth, l'intégrale aux éditions L'Archipel de John Galsworthy. Je pense que c'est ça. Ou Galsworthy, enfin je sais pas comment on dit, enfin bref. Donc voilà, donc c'est un gros pavé de 1000 pages. Ah même pas, 900 pages. Ouais, 900 pages. Un peu plus de 900 pages, c'est un intégral, voilà. Et c'est de l'historique. Donc voilà, voilà pour mon bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que pour vous, vos lectures se passent bien. Que votre long week-end s'est bien passé. Et donc pour moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bye bye!